Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Et nous y voilà. Ah, on est chez toi. Bonjour, bonjour. Ah, oui. Allez, entre donc. Pour une fois que toi, là. t'embarques dans ma vieille guimbarde. Ah oui, dis donc, c'est quand même un collector. Ah ben oui, hein. T'as raison. Tiens, je te donne ton allez. tablier. Le béret. Et oui, le béret parce qu'aujourd'hui on va cuisiner un plat bien de chez nous. Hein. Ah oui, c'est clair. Un vrai plat français. C'est Le vraiment pot-au-feu. Merci. un plat qui fait référence dans toutes les régions de France. Ben oui, parce que finalement le pot-au-feu c'est pas vraiment ancré dans un terroir. Non. Moi, je trouve que c'est un plat qui reste effectivement un plat de référence, qui plaît à tout le monde, qui est œcuménique, on peut dire, parce que là, il n'y a vraiment que des produits qui plaisent à tout le monde. Qu'on mange chaud et froid. C'est-à-dire que ça ne se... Ça peut se manger le lendemain en salade. Ça peut bien se manger sûr, le lendemain en il y a 1000 salade. façons. Il y a 1000 façons de le faire. Je crois que c'est... Bœuf mironton aussi. C'est quand même le plat anti-gaspi, quoi. C'est vrai. Et puis qui peut être très familial, très simple et très sophistiqué à la fois. Ouais. Comme nous allons le voir aujourd'hui. Mais d'abord, revenons sur le programme des réjouissances. Un pot-au-feu de grand chef pour commencer, celui de Thierry bien sûr, qui comme à son habitude ne fait rien comme tout le monde. Le pot-au-feu, c'est toujours une viande pochée, blanchie. Donc, je marque ma viande un petit peu avant pour donner une meilleure coloration à mon bouillon. Je vous emmènerai ensuite en Alsace où Marie-Dominique nous proposera la version régionale du pot-au-feu qui se compose de 2 plats. Un Fleischsuppe, une soupe avec de la viande, avec des quenelles de moelle. À Paris, nous retrouverons mon cousin Marc Lévy, revenu expressément de New York pour cuisiner avec moi sa version du pot-au-feu avec laquelle il fait fureur outre-Atlantique. Allez, viens, regarde ça. Oh là là, le plaisir! Il y en a un peu beaucoup pour deux. Dans le bassin de Créance, sur la côte normande, nous rencontrerons Mathieu, producteur d'exceptionnels légumes des sables, mais pas seulement. On n'est pas des entrepreneurs agricoles, on est des paysans fiers de produire et d'entretenir le paysage de la basse Normandie. Notre dernière échappée se fera du côté des Landes, où Jacques, ancien boucher, nous montrera notamment comment sublimer les restes de ce plat généreux. Mais pour le moment, place à ma recette. Moi, je me suis inspirée d'une recette que m'a transmise quelqu'un que tu connais et que je crois que tu apprécies, c'est Michel Guérard. Ah oui, oui, grand monsieur. Et Michel m'avait transmis l'un de ses pot-au-feu. Alors, il faut dire qu'il connaît bien le sujet parce qu'il avait un restaurant qui s'appelait le Pot-au-feu À Asnières. Asnières, où il a fait ses premières armes et où il a obtenu ses étoiles. Et alors, Michel avait donc plein de recettes de pot-au-feu. Et moi, j'ai retenu celle-ci qui est un pot-au-feu aux 3 viandes, joue de veau, Oui. paleron et manchon de canard. Ça, c'est plus original. Et je crois qu'il, si ma mémoire est bonne, il marque un oignon pour la coloration de son... Absolument, tu as raison. ouais. Tu veux le couper Je vais le couper. Alors, je le avec coupe couteau. sans enlever la peau. J'enlève juste D'accord. l'oignon ici. Alors, je recommande quand même un petit corps gras et puis une poêle bien propre pour... Huile d'olive si tu veux, puisqu'on en aura dans la sauce. Et ce pot-au-feu d'ailleurs, eh ben, comme on l'a dit, c'est finalement une méthode de cuisson avant d'être une recette qui remonte quasiment au paléolithique. À l'origine était le pot, contenant ancestral dans lequel on cuisait soupe, bouillie et potage dès le Moyen-Âge. Puis, au XIIIe siècle, apparaissaient les potés, enrichis d'un mélange roboratif de viandes et de légumes. Ainsi, le pot-au-feu ravit son nom au récipient qui l'accueille avant de devenir l'emblème d'une cuisine populaire. On peut donc ranger sous sa bannière tous les plats où viandes et poissons mijotent lentement dans un bouillon que l'on consomme à part. Longtemps d'ailleurs, ce consommé, à savoir le bouillon réduit, de bœuf la plupart du temps, était exclusivement réservé aux élites, tandis que les viandes surbouillies étaient destinées aux classes inférieures.
il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que tout le monde les consomme conjointement. Le pot-au-feu a engendré de nombreuses déclinaisons régionales. La potée lorraine, le kiga-farce breton, la garbure du sud-ouest, la farcidure dans le Limousin. Bref, quoi que l'on mijote dans ce bouillon, ce que l'on adore par-dessus tout, ce sont les restes du pot-au-feu, que l'on transformera en hachis parmentier, en bœuf mironton, en boulettes, gratins et autres terrines pour faire durer le plaisir. Parce qu'avant tout, ces plats en pot, ce sont surtout des plats de potes, à partager. Ce que nous ne manquerons pas de faire tout à l'heure, c'est sûr. Mais tout de suite, reprenons le fil de notre recette en recouvrant les joues de veau et le paleron avec de l'eau. Alors là, il y a quand même deux grandes écoles. C'est ceux qui démarrent avec une eau chaude et une eau froide. Moi, je démarre à l'eau froide. Moi aussi. Ah, Moi aussi. pourquoi? Je trouve que l'eau froide permet de démarrer tout doucement pour faire sortir le reste de sang qu'il peut y avoir dans les petits vaisseaux. Salut Raphaël. Ça va? Ouais, ça va très bien. On est en pleine discussion en pleine déjà. action. Ah oui, des partis pris forts en matière de pot-au-feu. Salut Thierry. Ça va, Raphaël? Très bien. Ah, Je suis en train de marquer les oignons. Pas Grillés, pas brûlés, surtout pas. Alors, oignons grillés pour donner de la couleur et de la saveur au bouillon. Justement, certains préconisent de blanchir les viandes, en tout cas de les faire un tout petit peu bouillir pour enlever les protéines finalement ou le collagène qui peut remonter. Ouais, puis l'excès de sang des fois qu'il y a dans les chairs et qui va donner Oui, une mais amertume. moi je me dis toujours que ça donne du goût quand même. Ah non, pas du tout. Au contraire, Ah on va ouais. se débarrasser du mauvais goût qu'on trouve dans ce côté sanguin. Bien souvent, on voit cette masse grise remonter, qui est de la protéine et du sang, Oui, à mon avis. Ouais, C'est ça sur donne de l'excès dans les l'amertume. chairs. Ça donne et de c'est l'amertume. très- ouais. Allez, vendu. Nous blanchirons la viande en commençant à froid, comme le préconise le chef. Bien, je vous propose justement de retrouver le chef, le dénommé Thierry, dans sa cuisine parisienne pour qu'il nous propose sa version du pot-au-feu, comme d'habitude, tout à fait réinterprétée. Twisté. Direction les cuisines du chef pour une recette de pot-au-feu 2 étoiles. Le pot-au-feu, c'est toujours une viande pochée, blanchie. Moi, je suis pas fan de ça. Donc, je marque ma viande un petit peu avant pour donner une meilleure coloration à mon bouillon. Et après, je démarre en cuisson tout de suite en bouillant à hauteur. Et donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut lire dans les livres de cuisine. Souvent, quand j'étais dans le Lot, en vacances, il y avait une dame qui faisait son pot-au-feu dans la cheminée tout le temps. Et je trouvais que son pot-au-feu avait un goût intéressant. J'ai ça en souvenir d'enfance. Et ce qui m'a donné l'idée de marquer la viande pour qu'elle prenne un peu cet arôme de fumée. Première étape, c'est donc la préparation des viandes, du paleron, du gîte et de la macreuse, préalablement enduits de gros sel. Et là, étonnamment, le chef ne les blanchit pas, contrairement à ce qu'il préconise pour nos morceaux. Il les égoutte simplement, les dispose dans une cocotte avec un bouquet garni. Je mouille largement. La cocotte remplie d'eau à hauteur, il y rajoute un oignon cévenol piqué. Et le clou de girofle, au-delà d'apporter un goût que je trouve assez parasite, c'est un antibactérien dans le bouillon qui est assez intéressant. Première surprise, le chef y ajoute également un abat. Les pieds de veau, je les ai passés à la flamme et ouverts en deux. C'est pour la texture un peu gélatineuse. Puis de l'os à moelle, de l'ail fumé et une gousse d'ail noir. Je couvre après l'ébullition pour enlever un petit peu les écumes qui vont avoir tendance à remonter. Deuxième étape, la préparation des légumes. Et pour le chef, pas question de les mettre à cuire dans le bouillon, mais pour autant, c'est assez simple. C'est bien parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, pas tout à fait. Thierry a découpé un demi-navet, un quart de céleri avec ses fans, une demi-carotte, un poireau qu'il dispose dans une casserole remplie de gros sel. Pour qu'il se stabilise et pour qu'il y ait un transfert de chaleur qui se fasse plutôt de façon homogène. Troisième étape, la cuisson des légumes. Et là, deuxième surprise. Oui, je fabrique juste un couvercle avec de l'eau et de la farine mélangée. Et puis je vais cuire à l'étouffée. En fait, c'est l'ancêtre de la pâte brisée. La pâte brisée servait à envelopper les légumes, les viandes, et on conservait ça dans les cheminées. Et ça faisait une coque très protectrice. Les légumes ainsi couverts vont au four pour plusieurs dizaines de minutes. Le temps pour Thierry de nous donner une astuce. Le pot-au-feu, moi j'adore le démarrer la veille et le laisser poser tranquillement, que les chairs se délitent, etc. Vraiment, alors, s'il y a bien un plat pour lequel je prends mon temps, c'est vraiment le pot-au-feu, quoi. Quatrième étape, la clarification de son bouillon. Une technique de chef pour réaliser un consommé à l'aide de blanc d'œuf rapidement battu.
Autre astuce, il y ajoute quelques herbes et légumes frais pour exaucer les saveurs du bouillon. Bien mélanger. Il mouille à hauteur avec le reste du bouillon, mélange et pose la préparation sur le feu. C'est un petit peu délicat. On voit l'œuf qui coagule. Surtout faire attention à ce moment critique. Le blanc d'œuf va se détacher et va attirer à lui toutes les impuretés contenues dans le bouillon. Encore une méthode ancienne réalisée à l'origine par les vignerons pour clarifier leur vin et très vite reprise en cuisine. 5e étape, le consommé passe en cuisson au four. Allez, 10 minutes grand max à four à 150. Voilà, c'est juste pour colorer, pelliculer un petit peu mon filtre. Alors, et voilà, on a un jus clair. Donc j'ai plus d'impureté dans mon consommé. En fait, là, j'ai une gelée chaude. Il va la transformer en une fine pellicule de gelée froide en la versant sur une plaque et en la mettant au frigo. 6e et dernière étape, le dressage. Il dispose en premier lieu les légumes détaillés et agrémentés de pousses de betterave et de frisée. Puis vient le paleron, découpé en beaux tronçons. Et enfin le bouillon, également enrichi avec les morceaux de viande. Dernière touche du chef, sa fine couverture en gelée de bœuf et de pied de veau recouvre le tout. Voilà, le pot-au-feu, tel que moi, je le conçois dans mes bistrots. Gelée de bœuf et de pied de veau, bouillon et les morceaux de bœuf. Bon appétit. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de ravioli chinois un peu. Ben alors, très honnêtement, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais vu en Chine. C'est magique ça. C'est superbe. J'adore, c'est On voit en superbe. transparence, ça rajoute du brillant. Ah oui. Alors ça Le fond fil me fond avec la chaleur, tu vois, là, ça y est, les herbes sont Ah sorties. oui, j'adore. En Je fait, vais en comme reprendre un petit peu. j'ai cuit mon bouillon avec du pied de veau, ben, évidemment, quand je passe au froid, ça fige tout seul, quoi. Alors en revanche, tes légumes, ils cuisent pas du tout au pot. Non. C'est vrai que les légumes ont un goût, ils sont concentrés en saveur parce que bon, quand on les met dans l'eau, ça dilue un peu leur saveur, forcément, ça enrichit le bouillon. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un pot-au-feu traditionnel. Non. Et il nous manque, ce que je fais dans les bistrots, c'est de mettre la moutarde, le cornichon. Qu'est-ce que tu sers avec? C'est la question que j'allais te poser. Une oui. gribiche, moi. Je fais une petite gribiche. gribiche, comme pour la tête de veau. Ben justement, quand on parle de gribiche, tu vas voir, la sauce que je l'ai empruntée à Michel Guérard est une sauce qu'il a appelée Créosa et qui est inspirée d'une gribiche mais très enrichie de légumes. Ça devrait vous plaire. On se régale. Chacun a son goût, là, c'est Ah délicieux. Ouais. Magnifique. Bon, allez, nous on va se coller à une version un petit peu plus classique. Oui. Mais bon, si tant est qu'il y ait une version classique du pot-au-feu. Alors tiens, regarde notre écume, ces fameuses particules de collagène, de protéines. Tu vois, ça commence à remonter. Alors là aussi, j'avais entendu dire soit qu'il fallait remuer pour que ça remonte, soit au contraire qu'il ne fallait Non, pas faut remuer laisser pour faire. pas troubler le bouillon. Le mieux, c'est de ne pas toucher, en fait. C'est de ne pas toucher aux viandes. Voilà, que ça remonte doucement, tranquillement, parce que si tu mélanges, tu risques quand même de lier une brasser. partie, de brasser, et tu vas avoir beaucoup plus de mal après à clarifier. À Donc, clarifier, vraiment, et puis quelque tu vas part, créer une laisser la- émulsion avec le gras aussi, il va se Exactement. mélanger à l'eau. Voilà. Donc, ne pas y toucher. Aujourd'hui, on blanchit la viande, donc nous ne garderons pas cette première eau. Mais c'est bon à savoir pour les gens qui, comme moi, sautent cette étape d'habitude. Allez, occupons-nous à présent des légumes qui aromatiseront notre bouillon. Qu'est-ce qu'on fait de nos légumes? On va les ficeler, Oui, il faut les. Comme d'abord, ce sera beaucoup plus facile à à récupérer. récupérer. Mais est-ce qu'on les coupe en plus petits morceaux? Non, parce qu'on a des viandes qui vont cuire très longtemps, donc les légumes peuvent prendre Donc du ils temps vont pour lâcher cuire, hein, toute bien leur sûr. saveur. Je te laisse faire une petite Bien botte. sûr. Ouh là là, regarde, grosse ébullition, c'est pas grave? Voilà. Non, c'est bon, on va pouvoir l'arrêter, tu vois. Et puis on va pouvoir rincer notre viande. Saupoudrer. Sans oublier de rincer la casserole aussi, bien sûr, pour ne laisser aucune amertume. Alors maintenant, on va remettre nos viandes, on va Oui. repartir de zéro. Voilà, tu as vu, le boucher m'a donné un morceau de paleron assez gras. Oui, J'avoue c'est que j'ai bien. pas l'habitude. Tu C'est trouves bien que pour le goût. Oui, pour le goût, c'est très bien. D'accord, mais ça va lui donner du goût. Donc nos belles joues de veau. Non plus. Et l'on va recouvrir de nouveau nos viandes d'eau fraîche pour lancer le vrai bouillon. Finalement, ce principe de viande cuite à l'eau de pot-au-feu, on le retrouve un peu partout en France. Je pense au Hochepot du Nord, par exemple, mais il y a aussi le Soupeflèche qui est en Alsace. Et justement, on est allé rencontrer Marie-Dominique qui va nous donner les clés de cette recette de pot-au-feu à sa façon, à la façon de l'Alsace, mais où le bouillon prime, là aussi, et on cuit même des petites quenelles
important, le bouillon qu'on sert avant. Le pot-au-feu, que c'est bon, que c'est fameux. Le pot-au-feu, pour se réchauffer l'hiver. Pour cette recette, je mets donc le cap vers l'est. Je gare Micheline non loin de Strasbourg, au pied du clocher de la petite commune d'Autrauth. C'est ici, dans sa ferme familiale, transformée en chambre d'hôte, que Mado, comme elle se fait appeler, m'attend pour me dévoiler la recette du pot-au-feu alsacien. Et vous allez voir, cette version régionale avec sa Fleischsuppe est assez différente. C'est une recette de ma grand-mère, de ma maman, c'est une recette de famille. C'est la vraie, de vrai. En Alsace, on mange le pot-au-feu comme ça. Fleischsuppe, une soupe avec de la viande, avec des Moriknäpfle, des quenelles de moelle. Comme Thierry le recommande, Mado a pour habitude de commencer en faisant blanchir sa viande. Donc on attend jusqu'à ébullition, à peu près 3 à 5 minutes de gros bouillon. Et on enlève l'eau de cuisson. Elle met ce temps à profit pour préparer la moelle que l'on retrouve dans la plupart des recettes de pot-au-feu. Mais elle la cuisine d'une manière très différente, à part en quenelle. Enfin, déjà, je défais la moelle qui est dans les os. Comptez 3 à 4 os à moelle pour 42 boulettes, soit 4 à 6 assiettes. Le plat est généreux. J'écrase la moelle. Je rajoute un œuf. Je mélange. Du poivre. Du sel. La chapelure. On rajoute de la farine, on prend la moitié. Et là, on sent que ça pourrait être bon déjà. Et pour savoir quand c'est bon, Mado a un tour de main hérité de sa maman. L'idée, c'est que ça se détache un peu. Et quand le pain sent comme ça, on voit que ça commence à tenir. Vous voyez ? Mado ajoute donc du persil et amalgame le tout à la main. Puis elle divise la pâte, ainsi obtenue en 3 parts égales, pour former de petits boudins sur sa planche, qu'elle a pris soin de saupoudrer de farine. Voilà, et maintenant je coupe comme ça. Je prends un peu de farine dans le creux de la main et je tourne des petites boules. Mado s'arrête à 3 pour le moment. Je fais 3 petites boules seulement parce que je veux les tester si ça tient. Donc je prends un peu de bouillon que je mets dans une petite casserole à ébullition et je les plonge dedans. Comme ça, je vois si la quenelle, elle tient. On va les tester. C'est parfait. Test réussi. Mado peut continuer à façonner ses petites quenelles, mais avant, elle vide la première eau de la viande sur laquelle s'est formée la fameuse écume amère. Elle passe ensuite à la préparation du bouillon. Pour ce faire, elle dépose la viande sur ses os à moelle vidés. Encore une astuce familiale. Parce que comme vous le laissez quand même cuire 2 heures, 2 heures et demie, ça vous évite que la viande, elle n'attache au bout. La suite de la préparation du bouillon est classique. Mado ajoute le bouquet garni, une échalote piquée de clous de girofle, un morceau de céleri rave et la carotte. Elle laisse ensuite mijoter 2 bonnes heures, largement le temps de finir les quenelles de moelle. Et je les mets au frais jusqu'à la fin de la cuisson du pot-au-feu. Voilà. Après 1 heure de cuisson, on rajoute les tronçons de poireaux que je sers en salade, en accompagnement. Et c'est reparti pour 1h30 de cuisson. Après 2h30 de cuisson au total, le pot-au-feu est prêt. Mado ne dégraisse pas le bouillon, elle en prélève directement une partie qu'elle fait frémir pour cuire ses quenelles 5 minutes. Elle y ajoute de la carotte coupée en dés. Le bouillon sera servi en entrée avec des croûtons. Et voilà. Et voilà, l'entrée est prête. Le reste du pot-au-feu, à savoir la viande et les poireaux, suivront en plat de résistance, accompagnés de pommes de terre sautées et, comme le veut la tradition alsacienne, de petites salades. Donc vous avez la salade de carottes, salade de céleri,
salade de betterave rouge et salade de poireaux qui ont cuit avec le bouillon et la viande. Merci Mado pour cette recette qui sent bon le terroir. En Alsace, on est gourmand, on aime bien manger, alors il faut bien servir. En tout cas, le point commun à toutes les régions de France, c'est que le pot-au-feu est généreux. Mais c'est amusant hein, parce que finalement, on retrouve les mêmes ingrédients, la moelle, mais travaillée différemment. Et la même technique, on blanchit la viande. Ouais, on blanchit la viande, tu as raison. Nous, c'est fait. On peut donc s'attaquer à notre bouillon en plongeant d'abord les légumes. Alors, on y ajoute parti. ton petit poireau ficelé. Voilà. Ça, c'est pour éviter qu'il ne se délite et qu'il parte en Voilà. feuilles. Et hein. puis le récupérer facilement. Bien sûr. Le céleri, Et l'oignon. l'oignon et le fameux clou de girofle qu'on met habituellement. On le pique dans l'oignon. Du coup, On le met pique quoi, dans l'oignon comme ou dans ça la carotte. T'as déjà piqué un oignon, un clou de girofle dans une carotte? Oui. toi Non, sérieux? Oui, c'est vrai. Tu peux réaliser en direct ce tour Bien de sûr. force sous nos yeux? Ah oui, tu le piques pas jusqu'au bout, quoi. Attends, d'accord. je Non, peux mais le attends, piquer tu m'as jusqu'au mise bout. au défi. Je peux le piquer jusqu'au bout. Ouais, pas mal, c'est vrai, ça se pique. Non, je reconnais, je m'incline. Le clou de girofle, ce qui est important, c'est vraiment de le mettre en tout début de cuisson. Car toutes les épices ne libèrent pas leurs arômes à la même température. Pour tirer le meilleur de chaque herbe ou épice, Raphaël a créé une pyramide. Alors aujourd'hui, une thèse qu'on défend avec Thierry, parfumerie culinaire. C'est-à-dire que de la même façon qu'en parfumerie, on parle de notes de fond, notes de cœur et notes de tête, c'est-à-dire les molécules très volatiles. Par exemple, si tu veux utiliser de la fleur de thym, c'est vraiment une note de tête qui va partir dès 45 degrés. Par contre, le laurier, c'est intéressant aussi. Ça, c'est plutôt une note de fond. L'ail et l'oignon, par exemple, dès qu'on coupe, ça y est, ça pique les yeux. Ça veut dire que même à 25 degrés, il y a des molécules qui sont parties dans la pièce. Ah oui, c'est ça. Et oui, donc ça veut dire qu'il y a des notes de tête, mais aussi des notes un peu, donc on va dire plutôt tout ce qui est ail et oignon, ça va être note de cœur. Ça va être début de cuisson, milieu de cuisson et fin de cuisson. C'est assez pratique comme analogie. M'arrête dès le Et début de ce la qui est intéressant, c'est par exemple tout ce qui va être persil, céleri. Les feuilles, ça va être plutôt des notes de tête, alors que toutes les tiges... Ouais, alors que toutes les tiges, ça va être plutôt des notes de cœur. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment, tu vas être à frontière entre les deux. C'est-à-dire que le persil, tu vas pouvoir donner toutes les queues Les queues, tu au les milieu mets de cuisson, en au cours début de cuisson. cuisson. Voilà. Et par contre, toutes les dernières choses, ça va être C'est vraiment à la beaucoup fin. plus fragile. Voilà. Donc à rajouter Comme la presque à coriandre qui est ciselée à la fin. Donc il faut avoir comme réflexe, enfin, c'est ce qu'on propose, quand on cuisine, attention finalement. Si ça sent bon, C'est- quelque part c'est dramatique Ouais. parce que tout part dans le nez et on ne mangera jamais ces molécules qui sont parties dans la pièce. Donc soit on met un couvercle, ou cocotte luttée par exemple. Là, ça a un sens. Emprisonner les arômes. Emprisonner les arômes. Voilà. Et les respecter aussi. Les arômes sont très très grâce à fragiles. cette connaissance-là. Retenez qu'en règle générale, il est préférable d'ajouter les herbes sèches et les graines en début de cuisson, l'oignon, l'ail, mais aussi le thym et le laurier au milieu, et enfin les herbes fraîches et les fleurs à la fin. Donc finalement, Raphaël, laurier, thym que j'allais mettre dès le début, Plutôt, tu peux mettre le milieu de cuisson. au milieu voilà. de cuisson plutôt, Ouais, hein, ouais, d'accord, ouais. pour préserver le maximum de leurs arômes. Gousse d'ail. Là, on met au début parce que l'idée, c'est pas d'avoir le, C'est pas d'avoir le justement, piquant, ouais. de l'ail, Exactement. puisqu'on va avoir Ouais. une sauce moutardée. Ouais. Donc, je vais mettre chemise. ma gousse d'ail. Tu la mets en chemise? Oui. Voilà. Alors, grosse question, gros débat. Sel, pas sel, quelle quantité? Moi, je mets quand même une cuillère à soupe de gros sel, perso. Ouais, moi aussi. Ah, Et au début, T'es pas con, parce que je sais que t'es un petit saleur. Oui, oui. Mais C'est vrai, c'est vrai. poivre, on le mettrait pas en grains En entiers. grains. Hein, En c'est ça, grains. il faut qu'il infuse. Un petit conseil, quand on achète Du son coup, dans la poivre, poêle on vite prend une fait. grande poêle, Ouais. on le jette dedans, à feu vif, on le fait bien torréfier et on le remet dans le moulin en bois. Et puis on a un arôme de poivre qui est très Mais qui intéressant. va être persistant plusieurs jours durant, Eh oui, pas juste oui, au bien moment sûr. où on Puis le il va y met. avoir un échange Ouais, d'arômes non, si ça c'est va. un bon C'est des poivrier. arômes, ouais. Il va y avoir un D'accord. échange d'arômes. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le pot-au-feu à la française est très populaire aux États-Unis, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, il faut mettre le petit béret. et la baguette de pain. So I wanted to talk to you about the pot-au-feu. Et il se trouve que moi, j'ai un cousin qui habite New York, qui est fou de cuisine, qui écrit 2-3 bouquins, qui s'appelle Marc Lévy et que j'ai appelé quand j'ai su qu'on allait parler du pot-au-feu et qui m'a dit, bah écoute, viens, je vais te faire mon pot-au-feu. Je me suis donc rendue chez des amis qui l'hébergent pendant son passage à Paris. Mon cousin Marc est écrivain, certes, mais c'est aussi un gastronome averti. Et Cousino, ça fait plaisir de te voir. Alors tu m'acceptes dans ta cuisine? Enfin, Pas ma cuisine, la c'est cuisine de nous sommes tes chez copains. un ami qui est... Il a tenu à me cuisiner sa version dépoussiérée du pot-au-feu avec laquelle il fait fureur à New York. Et vous allez voir, c'est toute une histoire.
Pourquoi tu prends de la joue de bœuf plutôt que les morceaux traditionnels, la macreuse, le paleron? Pas de gras. Tu verras, le bouillon n'est pas gras, extrêmement tendre et très goûteux. C'est parti pour la recette qui commence par la préparation du bouillon. Attention à pas trop le couper à la base, sinon il va s'effilocher. Il va pas s'effilocher parce que justement, on va le truffer de clous de girofle. Ça change quoi, ça? Ça tient l'oignon. Quand tu vas piquer ton oignon va pouvoir cuire pendant... Tu piques sur une ou 2 couches maximum. Mais c'est celles qui vont pas s'en aller. Tu vas pas avoir des feuilles d'oignon dans ton bouillon. J'avoue que j'avais pas pensé. Et ben voilà. Décidément, le clou est à la mode, faut que je m'y mette. Pour aromatiser le bouillon, nous ajoutons 2 blancs de poireaux, sans clou cette fois, le navet et les 2 carottes. Et voilà, 2 carottes. 2 carottes. Délicieux. Ah, tu rajoutes un cube de bouillon? Oui. T'as peur de rien, toi? T'as pas peur de ton image? Non, j'ai pas du tout peur. Rien ne l'arrête. Il va même jusqu'à ajouter une pincée de gros sel, des grains de poivre avant de déposer ses joues de bœuf. Déposer nos rôtis par-dessus. Alors, là, on couvre largement. Oui, non? tu couvres largement. Juste avant de lancer la cuisson, on ajoute du laurier, du thym et du romarin frais. Et pour que les herbes ne se disséminent pas dans son bouillon, mais infusent, Marc a une astuce, une vraie cette fois. Donc toi, tu prends quoi? C'est quoi? C'est un Des chaussettes à thé. sachet à thé, ouais. Enfin, Oui. donc on fait notre petite infusion et j'y vais. Ouais, écran tes 2 amis tout à l'heure. La viande, pendant un quart d'heure, 20 minutes, va lâcher une écume. Et cette écume, on l'enlève parce qu'elle donne une certaine amertume au bouillon. Voilà, on la voit en train de se former, cette écume, comme tu peux le voir. C'est très facile à enlever. Par un gouton. Plus elle est formée... Alors, on couvre et on laisse cuire. Alors, 3 heures, c'est ça? Oui. Voyons à présent quel sort réserve mon cousin au reste des légumes qu'il sert en accompagnement. Tes légumes, c'est la particularité de ta recette. Outre la joue de bœuf, tu les cuis pas dans ton bouillon directement. Aujourd'hui, les légumes sont de plus en plus fins, de plus en plus beaux, de plus en plus bio. Ouais, et alors celles-là sont bio d'ailleurs. Voilà. Et quand on les cuit dans le bouillon, ils ont tendance d'abord à se ramollir, à être beaucoup moins présentables et à se gorger d'eau. Enfin, de bouillon, ouais. Mais Oui, c'est pas enfin, bien, justement? Bah non, tu veux dire qu'ils ont plus le goût de bouillon que le goût de carotte? Ouais, moi je trouve que les cuire à la vapeur du bouillon... Ouais. Ah, d'accord, tu les cuis à la vapeur. Mais bien sûr, d'un point de vue goût, le légume va quand même s'imprimer du goût du bouillon puisqu'on va le cuire à la vapeur du bouillon. Mais on va pouvoir contrôler plus facilement la cuisson du légume. Et au niveau de la présentation, c'est très très beau. Si Marc tient à ce que ses légumes soient présentables, c'est aussi qu'il aime décliner la recette en plat d'été. C'est un petit truc, tu prends ta viande de bœuf, tu la sers en salade de bœuf, et avec ces légumes-là qu'on va cuire de façon à les laisser un peu plus croquants. Un pot-au-feu en salade, voilà une bonne alternative au petit hamburger que je cuisine généralement avec les restes de mon pot-au-feu. Et alors dis-moi, le trio de légumes là, carottes, navets, poireaux, c'est incontournable ou est-ce que tu varies selon ce que tu trouves, les saisons? Non, c'est la base, hein, en même c'est temps. la base, écoute. Tu pourrais mettre, je sais pas, de la courge, du potiron, des haricots verts? Non, je ne pourrais vraiment pas. Bon, ben voilà, enfin, après, si tu veux, c'est une question de choix. Tu peux complètement faire une crème anglaise, par exemple. La question de la réinvention des recettes. Voilà, tu peux tout réinventer. Mais si tu veux, tu peux faire un risotto avec des pâtes si ça t'amuse. Mais ça ne c'est plus un risotto. On va rester classique avec des carottes, des navets et des poireaux alors. Tu sais que le poireau, c'est un truc génial si tu veux faire des liens alimentaires. Tu peux le faire avec du poireau. Ah, pour faire un liant avec une purée de poireaux? Non, pour faire un lien. Un lien. Oui. Ah, un lien! Tu prends tes filaments de poireaux, tu les coupes en lamelles très fines, c'est très costaud. Quand les gens vont savoir qu'à New York, tu fais des liens avec des filaments de poireaux, tu peux te faire charrier, t'es conscient? Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je pars du principe qu'en cuisine, tout ce que tu mets dans une assiette doit se manger. C'est noté, chef. Allez, récupérons le bouillon que l'on aura pris soin de mettre au réfrigérateur après les 3 heures de cuisson afin qu'il se fige. L'idéal étant de le préparer la veille. On peut alors enlever la pellicule de gras qui s'est formée sur le dessus avant de le remettre à cuire 1h30. Moi, je remets 1 heure, 1 heure et demie. Ah, quand même, donc 4h30 en tout? Oui. Au bout d'1 heure de cuisson, donc 4 heures en tout. 4 heures en tout, on va mettre son faitout à légumes par-dessus et on va relaisser ces légumes cuire 35-45 minutes. Bon, faut avoir de bons ingrédients. Extrêmement simple. Mais c'est la méthode qui compte. Mais une fois qu'on l'a maîtrisée, c'est assez simple. Dernière étape avant de mettre les légumes à cuire, la cuisson des os à moelle. Et devinez quoi, là aussi, mon cher cousin a une astuce. L'os à moelle, pour éviter qu'il sorte et qu'il se disperse, on prend du gros sel et on le tape comme ça. Vous faites ça sommairement. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que
c'est valable et qu'est-ce qui se passe vraiment dans le samoa. Je vérifierai ça plus tard avec mes acolytes. En attendant, les os à moelle sont mis à cuire dans de l'eau à feu moyen. Comme promis, les légumes qui attendaient sagement leur tour vont être enfin déposés dans le faitout qui contient le bouillon. J'ai une question à poser à Thierry, Raphaël, que je me suis posée il y a déjà longtemps. Est-ce que la vapeur donne vraiment du goût? Alors, hume-moi ce bouillon. Non mais elle communique un goût à mon nez, ça c'est sûr. Voilà, bah donc, c'est... Donc c'est sûr. Voilà. Et maintenant, le panier de légumes. Ok. Le bouillon a recuit 1h30, les légumes 30 minutes à la vapeur. Il n'y a plus qu'à égoutter la viande et à la disposer à côté des légumes sur un plat de service. La viande a l'air sublime, hein. C'est à la fourchette, là. Passons à table et on va servir. Regarde comme c'est joli. Superbe. Allez, viens, regarde ça. Oh là là, le plaisir! Il y en a un peu beaucoup pour deux. Hein. Quand je pense que c'est un Américain qui me fait ça. Eh oui, enfin, faut pas exagérer quand même. Et regarde, tu vois. Écoute, ça, c'est pas américain. Oui, très bien. Non. Ah, Allez. c'est magnifique. Tu m'as fait un cadeau somptueux. Viens te là que je sers t'embrasse. Est-ce que je te sers? Et tu sais quoi? C'est pas du pipeau pour la télé. Je vais vraiment changer ma façon de faire mon pot-au-feu. Oh là 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 là. Perfectionniste, Marc sert son pot-au-feu avec une petite sauce à base de moutarde montée à l'huile d'olive agrémentée de cornichons et de capres. Eh ben, dis-moi. Bon appétit. Merci. Oh, c'est sublime. C'est bon, hein? Le côté hyper tendre de la viande, à la fois un petit peu filandreux, mais pas trop. Le goût, le bouillon, c'est un régal. Et cela dit, c'est vrai que c'est le roi du pot-au-feu, mon cousin. Je veux pas avoir l'air de ramener ma famille, mais c'est vrai qu'il est drôlement bon. Il y a plein d'idées. La cuisson à la vapeur, c'est vrai que lorsque les légumes cuisent dans le bouillon, ils s'enrichissent des goûts du bouillon, mais ils sont un petit peu plus, un peu moins frais, fringants. Ouais. Et puis plein de petites astuces. Cette idée de vapeur qui communique du goût. Alors ça, c'est très samoa, juste. Ça, c'est juste. Alors une belle expérience très visuelle pour essayer de voir ce qui se passe dans cette casserole. Bah, c'est de prendre justement comme une casserole transparente. Alors j'ai mis un colorant. Et puis j'ai mis un morceau, donc tu vois, j'ai surélevé exprès. Hein, donc j'ai mis un morceau de chou, je vais mettre une pomme de terre. Et en bas, c'est quoi ce liquide? Alors c'est de l'eau avec un colorant. Juste un colorant qui n'a pas d'arôme, donc. Voilà. Mais alors l'idée, c'est en chimie, les colorants, comme les arômes, finalement, c'est des molécules qui sont très très semblables. C'est ce qu'on appelle des molécules organiques. Et donc là, on va vraiment simuler ce qui se passe. Tu veux dire que si le légume se colore, c'est qu'il va prendre du goût aussi si le liquide avait du goût. C'est ça, exactement. On pourrait se dire, voilà, c'est de l'eau colorée, ça pourrait être du café, ça pourrait être un jus de couscous. Hein. Ouais. Et oui. On aromatise notre semoule quand on fait cuire. Oui, c'est pas uniquement pratique, c'est aussi pour donner du goût. De terre, là. Vous avez vu comme a bruni? Oui. Là, on a une cuisson à la vapeur, on a de la vapeur qui se forme. Le chou commence également à se colorer et la pomme de terre, elle est carrément noircie. Tu nous montres maintenant, là? Regarde. Parce qu'on voit pas donc très la bien vapeur. avec la buée. La vapeur est colorée, regarde cette pomme de terre. C'est fou, en 30 secondes, là. Voilà. Maintenant, on peut, là. Ouais. C'est impressionnant. Alors, on peut la couper et par contre, l'intérieur va vraiment être... c'est vraiment qu'en surface que... Tu vois. Mais quand je vais croquer cette pomme de terre, c'est d'abord le noir que je goûte qui va exciter mes récepteurs. Donc. Et chef, excitez mes récepteurs, s'il vous plaît. Et oui, il faut être excité. Et oui, c'est ça l'enjeu de ton métier, c'est d'exciter les récepteurs. Et oui. Trêve de plaisanterie, retenez donc que, comme le conseille mon cher cousin, vous pouvez effectivement cuire les légumes du pot-au-feu à la vapeur du bouillon. Ils s'imprégneront de son arôme, mais garderont un peu de tenue. Un point pour toi, Marco. Et question au coup du gros sel sur le samoile, Non, alors moi je l'ai vu faire gros sel sur le samoile quand on les cuisait au four. Évidemment, ça crée une croûte, gras et gros sel, et ça évitait que ça fuit sur la plaque. Mais dans l'eau, bah non, le sel se dissout et la moelle part quand même, quoi. Tu commences à exciter mes récepteurs. Au moins ça. On y retourne. Il est temps de nous attaquer aux légumes de notre garniture et cette fois je prends un peu de liberté avec la recette de Michel Guérard en y intégrant des légumes d'hiver. Alors, moi je te propose des panais, du potimarron, des navets. Là, on a une boule de céleri. Qu'est-ce qui te tente? Panais, potimarron, c'est bien. Ouais, patate douce. Patate douce, oui. Très bien. Courge butternut. Ah bah oui, allons-y. Hein. Carottes, bien sûr. Et pas n'importe lesquelles, des carottes des sables de Créance, s'il vous plaît, cultivées avec fierté sur le littoral normand par Mathieu, que j'ai rencontré il y a peu. Cap sur la presqu'île du Cotentin, toujours au volant de ma fidèle Micheline, je traverse les paysages bucoliques et maritimes de la Manche, direction le sud de Cherbourg, dans la baie de Créance, à Saint-Germain-sur-Haye plus exactement,
pour rencontrer Mathieu. Cultivateur de carottes et de poireaux des sables, Mathieu a repris avec fierté l'exploitation fondée par son grand-père en 1949. Mon père a pris la suite, a continué à produire et commercialiser ses carottes et ses poireaux. Et moi, après une expérience dans une autre entreprise, pour faire totalement autre chose, j'ai décidé de revenir. On n'est pas des entrepreneurs agricoles, on est des paysans fiers de produire et d'entretenir le paysage de la Basse-Normandie. Un paysage entre terre et mer qui donne toute sa richesse au terroir du bassin de Créance, dans lequel Mathieu cultive ses légumes dans le plus grand respect de la tradition, à savoir sur les miels, ces petites parcelles sableuses. Bon, si on prend un peu de sable, on voit bien que quand on l'écrase, il n'y a pas du tout de cailloux. Et une carotte, quand elle pousse dans du sable, elle pousse de façon droite, elle n'a pas d'obstacle. Et en plus, elle est lisse. Lorsqu'il fait trop sec, le sable donne de l'humidité à la carotte. Et lorsqu'il fait trop humide, eh ben le sable, on va dire, prend l'excès d'humidité. Des conditions de culture encore optimisées par les sédiments, ces engrais naturels que l'on retrouve dans le sable. C'est une carotte plus croquante, plus juteuse. Voilà, c'est l'avantage du sable de Créance, c'est que ça excelle les qualités de chaque variété. Et en fait, l'intérêt du sable et de les commercialiser en non lavé, c'est d'avoir une meilleure qualité de conservation. On n'est pas obligé de les mettre dans le frigo, ces carottes-ci. On peut les laisser dans un endroit au sec, à la cave, et avoir une conservation facile d'1 mois. Une conservation d'autant plus longue chez le consommateur que Mathieu met à profit le climat océanique pour arracher à la main ses carottes label rouge au tout dernier moment. Le fait d'être en bordure de côte comme ça nous permet de récolter tous les jours, puisque on va dire que les périodes de gelée chez nous existent, mais sont courtes. Donc on peut conserver nos carottes et nos poireaux dans le sol, sans avoir de moyens artificiels, donc type frigo, pour conserver nos produits. Quoi de plus naturel que d'aller chercher tous les jours ce qu'on va manger le jour même. Les poireaux des sables de Créance, qui bénéficient quant à eux d'une IGP, sont l'autre spécialité de l'exploitation. Et Mathieu leur réserve un traitement particulier. On ramène de la terre au pied du poireau pour augmenter la partie blanche du poireau. Parce que c'est le fait qu'il soit à l'abri de la lumière que la feuille devient blanche. Ce sable-là leur permet d'avoir une autre texture. Et une texture plus fine, parce que les feuilles sont moins épaisses, sont plus fines, donc ça donne des fibres plus fines. Et à la dégustation, c'est quelque chose qui est remarqué. Comme pour les carottes, pas de passage par la case frigo. Mathieu récolte quotidiennement la quantité nécessaire aux commandes et rien de plus. Ils sont ensuite rapidement épluchés et lavés avant d'être expédiés le jour même. L'unique but de ce travail en flux tendu, c'est de conserver les qualités fraîcheur que l'on peut avoir en récoltant le jour même du conditionnement. On est en direct du champ. Alors les carottes des sables, les poireaux des sables, c'est intéressant. Effectivement, aujourd'hui on met tout au réfrigérateur. Sans faire vraiment le distinguo, alors qu'autrefois, non seulement il n'y en avait pas, mais même on savait, on mettait certaines choses au garde-manger à une certaine température. Et là, grâce à ce sable qui est un peu une protection naturelle... Oui, c'est un isolant naturel, voilà. Oui. C'est envie de trop de germes et tout, enfin c'est du bon sens là encore. Voilà. Nous, les légumes, justement. Alors, on a utilisé les carottes de Créance, des navets, du potimarron, on avait le choix. Qu'est-ce que c'est ça? De la patate douce. Qu'est-ce que j'ai mis de plus? Rutabaga et carottes, bien sûr, pommes de terre. Voilà. Finalement, c'est sans fin. Hein. Oui, c'est en fonction du potager, du porte-monnaie, du marché. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nos légumes, on les cuit à la vapeur, comme nous le suggérait Marc Lévy? Est-ce qu'on les cuit dans le bouillon? Je préfère qu'ils soient dans le bouillon et qu'ils gardent un peu ce gras de la viande et que ça donne de la brillance. Voilà. Parce que là très, très juste, le gras, lui, ne va pas s'évaporer. Hein. Donc, dans la cuisson vapeur, tu vas y avoir uniquement les arômes solides dans l'eau. Et le gras, lui, ne va pas rentrer dans le légume. Tandis que si tu le cuis dans le bouillon, tu as à la fois le gras et l'eau qui rentre dedans. D'habitude, je prépare mon bouillon la veille et je le dégraisse. Mais sur les conseils de Raphaël, comme nous allons le manger tout de suite, nous gardons le peu de gras relâché par la viande. Le mieux, c'est de le garder. Parce que d'abord, c'est un véhicule de saveur extraordinaire, la matière grasse. Pas non plus chasser. On va le manger le tout gras, de suite. Et puis en plus, comme tout à l'heure, je vous ai vu, vous avez quand même blanchi avant les viandes. Vous avez enlevé quand même cet excès de protéines albumines, mais vous avez aussi enlevé le surgras, entre guillemets, de la viande. Donc là,
C'est du bon Donc on gras, il n'y en pourrait a pas le servir beaucoup normalement. instantanément. T'en as pas D'ailleurs, on le beaucoup. voit, il n'y a pas d'yeux. Bah oui, voilà. Il n'y a pas d'yeux dans le bouillon. C'est des petits yeux. Il y en a un petit peu, mais il en faut, c'est vrai, c'est du bon gras. C'est joli, hein, rien comme ça, c'est joli. Je trouve. Super joli. Alors, nos légumes, d'ailleurs, est-ce que je mets tous les légumes ensemble? A priori, non, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes Non, textures. je commence carottes et je finis. Enfin, je mets ce qu'il y a de plus dur au départ. Ce qu'il y a de plus dur au début. Donc, carottes, peut-être navets, panais dans un deuxième temps, courges à la fin, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et patates douces à la fin aussi. Voilà, on y va. Alors, Et je la vais retirer. patate, on ne va pas la cuire en même temps parce que ça va troubler le bouillon. C'est une légende, ça? C'est une légende. Ça, ouais. Ouais, Ah non. On m'a toujours dit que l'amidon de la pomme de terre va aller troubler le Si bouillon. tu la coupes très très finement et que tu la laisses vraiment bouillir. Mais là, comme tu travailles à petit bouillon, Il n'y a pas de risque. non, il n'y a pas de risque que ça se délite. Ah bon? Oh, c'est fou, c'est dingue, mais c'est une révolution pour moi, cette émission. Et les restes, les garçons, on en fait quoi? Parce qu'il en reste forcément du pot-au-feu, on en fait Ça se toujours mange trop. froid, non? Ça se mange froid. Bœuf miroton, Bœuf miroton. une recette qu'on ne fait plus beaucoup d'ailleurs, mais qui est délicieuse. Salade de bœuf, comme le disait Marc. La recette de bistrot, ça. Il y a surtout la recette de Jacques. Jacques, il habite les Landes et il est bien ancré dans son terroir. Il a même installé une palombière avec ses copains où il passe pas mal de temps. En plus, la viande, ça le connaît, il est bouché. Et là, il ne va pas nous parler de palombe. Il va nous parler du pot-au-feu et de ce qu'il fait des restes de pot-au-feu. Direction le cœur des forêts landaises, près du village de Salles, pour rencontrer la joyeuse bande de Jacques, Marc, Arnaud et Jean-Luc. Tous sont adeptes d'une coutume propre à la région appelée la chasse en palombière, où dans une cabane en bois de pin, ils attendent l'arrivée des pigeons sauvages et tentent d'imiter leur chant pour les attirer au sol et les capturer au filet. Tous les ans, la fine équipe se retrouve pendant un mois, dès 6h30 du matin jusqu'à la tombée de la nuit. L'occasion pour Jacques, ancien boucher, de se mettre au fourneau. Au menu aujourd'hui, les restes du pot-au-feu de la veille. À partir du pot-au-feu, je vais récupérer des pommes de terre et la queue de bœuf et je vais faire un parmentier en étageant une couche de pommes de terre, une couche de queue de bœuf et une couche de pommes de terre. À la campagne, on ne jette rien bien sûr, et Jacques a plus d'un tour dans son sac. Il faut dire que la chasse à la palombe s'étalant sur plusieurs jours, le pot-au-feu est le plat idéal pour nourrir ses amis pendant au moins 3 repas. On peut faire un parmentier, on peut faire du bœuf au cornichon, on peut faire le pot-au-feu revenu à la poêle avec des pommes de terre. Tout se retrouve dans plusieurs plats, on ne laisse rien perdre. Notre boucher chasseur commence par récupérer les pommes de terre qu'il va réduire en purée. On va les écraser à la main. Des pommes de terre qui sont restées une nuit entière dans le bouillon. Donc il y a ce goût de bouillon de pot-au-feu, bien entendu. Inutile donc d'en rajouter, Jacques conserve d'ailleurs le reste de bouillon pour un autre plat. Pour son parmentier, notre cuisinier récupère ensuite les bas morceaux de son pot-au-feu, ceux que les invités d'hier n'ont pas mangés. La queue de bœuf, plus gélatineuse et moins appétissante, n'a pas trouvé preneur. Qui, lorsqu'elle est bien cuite, se détache de l'os. Mais en se détachant de l'os, ça fait plein de petits morceaux. Vous voyez, jolie filoche. Après, c'est simple, il suffit d'assembler les éléments. Voilà, et par-dessus, on va remettre une couche de pommes de terre. On termine en nourrissant notre plat avec un peu de beurre et on enfourne. Le plat est terminé, on n'a pas besoin de ne saler ni de poivrer. Voilà, c'est parti pour 20 minutes. Pendant que notre parmentier gratine et que les dames s'occupent du couvert, Jacques en profite pour faire une petite entrée avec le reste du bouillon. Il commence par le dégraisser pour alléger un peu sa soupe et y ajoute quelques vermicelles. Si ses amis n'étaient pas de gros mangeurs, ce plat pourrait presque se suffire à lui-même. Alors on va prendre le bouillon qui est prêt. Voilà. Allez, bon appétit les copains et merci pour ces bonnes idées. Nous, avec Thierry, nous retournons dans notre cuisine pour s'occuper de notre pot-au-feu. Il est quasiment prêt, il nous reste à filtrer le bouillon à l'aide d'un tamis ou à défaut de quelque chose qui y ressemble. Bon d'accord, ok, j'ai rien dit. Donc là, t'es allé chercher une petite chaussette chez ta grand-mère. Et voilà. C'est sympa, ça me fait plaisir.
Donc là, c'est pour filtrer le bouillon. laver, parce qu'il y a du vernis sur les bas ou les chaussettes. Donc Ah vous bon, les il y a lavez du bien. vernis bien sur les lavé, ouais. chaussettes? Oui, Mais non, les bas. t'as les bas. expliqué à ta femme que le vernis, ça se mettait avant d'être... Oui, oui, ça, je l'ai bien dit, mais alors non, parce que alors je vais te dire, parce que alors c'est de ta faute, parce que un jour j'ai fait ça et on m'a téléphoné et on m'a dit attention, vous avez fait une manipulation dangereuse sur les bas, il y a un vernis pour pas qu'il filtre facilement. D'accord, donc il faut préalablement il faut, les oui, quoi, ça, le le côté bouillir, brillant, le nacré, faire etc. bouillir. Sinon, on achète une étamine ou un Voilà. linge très fin, hein, un torchon très fin, Ah oui, ça mais marche voilà, aussi. ça marche très bien une fois. Mais avant de filtrer notre bouillon qui a jauni, l'effet combiné de l'oignon et du potimarron sûrement, je vais m'occuper de la dernière viande. Alors, la recette de Michel indiquait de prévoir un manchon de canard par personne. On aurait pu mettre des cuisses, mais les cuisses, ça fait un peu beaucoup quand même, hein, c'est un plat en soi. Et donc, on les met côté peau, dans une poêle bien chaude, et on va les faire rissoler. Alors lui, il rajoute le manchon au dernier moment, juste pour qu'il communique son goût au bouillon. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je le mets sur l'assiette pour qu'il garde son côté croustillant et j'arrose de bouillon. Et du coup, juste en passant sur le manchon, le bouillon va prendre l'arôme. Par expansion. Et si on commençait à dresser peut-être? Ah oui, non, oui, parce oui. qu'on n'est pas loin. Assiette. Hein. Allez, Alors, je vais assiette, baisser un peu action. tout ça. C'est parti, nous filtrons avant de dresser. Navets, panais, carottes et potimarrons viennent garnir l'assiette, tout comme notre petit bouillon filtré. Thierry dépose les joues de veau et de généreux morceaux de paleron. J'ajoute la touche finale, la sauce Créosa. Je l'ai réalisée 48 heures à l'avance, comme le préconise la recette de Michel Guérard, avec du concombre, de l'échalote, du poivron rouge, des capres, des cornichons, du laurier, du thym, un œuf dur émietté, et temps pourtant de vinaigre et d'huile. Nos invités arrivent aujourd'hui pour déguster ce plat généreux, 2 spécialistes du pot-au-feu, à tel point qu'ils lui ont chacun consacré un livre. Bonsoir Eric, bonsoir Michel. Bonsoir. Oh, vous avez mis cette veste Ah bah oui, impressionnante. Le premier, Éric Trochon, est chef d'un restaurant à Paris et enseignant dans une école de référence en matière de gastronomie française. Oh, c'est bien, merci. sur le pot-au-feu. Ah ben oui. Michel Maffre, quant à lui, ne travaille plus derrière les fourneaux, mais consacre toujours la majeure partie de son temps à la cuisine. Installez-vous, je vous en prie. Dans son livre Pot-au-feu sans frontières, il s'est particulièrement intéressé à toutes les formes de pot-au-feu dans le monde. Et comment avez-vous fait pour récupérer toutes ces recettes? Vous avez voyagé? Vous avez rencontré des gens? en partie, mais pour beaucoup de recettes, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté, j'ai échangé, j'ai lu. C'est-à-dire que moi, mes grands copains s'appellent Guérard, s'appellent Thierry Marx, j'ai tous leurs livres, je les appelle mes amis. De temps en temps, je m'énerve. Oh non, mon petit Thierry, non, ça c'est trop compliqué, mais je reviens. J'ai appris comme ça beaucoup. Bah, il faut vous dire quand même qu'au départ, c'est une recette de Michel Guérard. Oui, ça c'est Qui du connaît canard. en pot-au-feu avec le Oui, canard, absolument, oui, manchon de ouais, canard. ouais, Et oui. puis on y a ajouté notre touche personnelle. Ça vous plaît? Oui, la viande est somptueuse. Ah, c'est gentil. Et cette sauce, parce que ça c'est vraiment la trouvaille de Michel Guérard, votre ami, Oui. la sauce Créosa, acidulée, mais à base de légumes finalement principalement. Hein. Oh, elle est bien faite. C'est amusant. Non, je sais que le bouillon était délicieux, mais il a un goût de panais et je vois pas de panais dans l'assiette. Si, il y en avait. Il y en a, mais peut-être que tu n'en as pas vu. Mais effectivement, c'est drôle parce qu'il n'y a qu'un panais. Oui. Et le panais a pris un goût, il a presque dominé le reste des légumes. C'est pas désagréable. Le panais, justement, parce que c'est dur. Hein. Alors nous, on le fait brûler. Ah bon? On le brûle à la plaque et on fait des bouillons de panais brûlés. C'est une bonne idée de le brûler. Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte de le brûler? Et bien en fait, on caramélise le sucre. Ce qui fait qu'on a plus ce côté un peu trop sucré, douceâtre. Et quand on enseigne les grandes bases de la cuisine française, comme c'est ton cas, et donc le pot-au-feu, je suppose, comment réagissent les jeunes élèves à cette recette antédiluvienne? Est-ce qu'ils y sont sensibles? Alors, pour être très franc, on ne commence pas par le pot-au-feu. Oui. C'est vrai que la clarification, c'est pour un cuisinier l'aboutissement d'un savoir-faire. Ça paraît simple peut-être quand Thierry vous a montré, mais quand on commence, on en rate quelques-unes des clarifications. C'est vrai que ça tétanise un peu. Alors, on a soulevé beaucoup de questions et on aimerait vous les soumettre. Le fait de blanchir les viandes, de jeter la première eau, vous faites ça aussi, vous, Eric? Non. Non. Je veux pas dire les gars. Mais cela dit, c'est vrai. On peut le faire. On peut le faire. Mais alors, pourquoi ne le faites-vous pas? Moi, je préfère
en fait, démarrer assez doucement la cuisson et progressivement pour coaguler toutes les protéines et ensuite bien les retirer. Alors, avec une petite passette à thé, je fais le tour comme ça de la surface et je retire l'écume qui s'est formée. Alors, bon, déjà, vous blanchissez les viandes, vous ne les blanchissez pas. Non. Cela dit, là où c'est intéressant, parce que moi j'ai lu votre livre aussi, c'est que vous ne couvrez jamais un pot-au-feu en disant que justement c'est ça qui permet d'avoir un bouillon clair. Donc finalement, il y a plusieurs techniques. Alors, chez Charles Barrier, on faisait le pot-au-feu, et comme il fallait toujours débarrasser le fourneau pour qu'il n'y ait rien dessus, on finissait tout au four. Et lui prétendait, il couvrait, mais on faisait une partie de la cuisson au four, et on colorait légèrement les viandes dessus, et on avait un bouillon qui était or. Mais les gars, au milieu de tout ça, la ménagère que je représente ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors expliquez-moi, parce qu'il y a un moment où il faut quand même prendre un parti. Après, c'est des questions d'habitude. Moi, personnellement, je couvre pas parce que j'en ai pas la Les arômes, ils partent dans la pièce quand même, non? Oui, mais ça c'est bien quand on rentre, là, comme tout à l'heure, ça sent quand même un petit peu le pot-au-feu, donc il y a ce côté aussi... C'est vrai que ça participe du voilà, plaisir. ça participe de l'ambiance générale. Il y a autant de recettes de pot-au-feu que de chefs, à en croire nos deux spécialistes. Et encore, nous sommes restés à l'intérieur des frontières de notre beau pays. Quand on parle de pot-au-feu, c'est bien le pot dans le feu, on met de l'eau, quelques légumes, quelques racines, les restes, une crosse de jambon, et c'est ça le résultat. Après, on s'aperçoit que c'est dans le monde entier, ils ont fait la même chose. Chacun avec ses ingrédients. Bien sûr, avec les ses feuilles traditions. d'Hanoï, les bouillons chinois, même en Afrique. En Afrique du Sud, il y a un pot-au-feu qui est délicieux, accompagné d'agrumes et d'avocats crus. Oui, avec du poisson. Le reste, on l'appelait le pélican. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la conversation est ouverte. Alors maintenant, à vous de vous faire votre religion du pot-au-feu. Est-ce que vous allez blanchir les viandes? Est-ce que vous allez simplement écumer? Est-ce que vous allez cuire à la vapeur les légumes ou au contraire les cuire au pot? Est-ce que vous allez mettre 1, 2, 3 viandes et lesquelles? En gros, j'espère surtout qu'on vous a donné quelques clés pour réussir à tous les coups un pot-au-feu, du plus simple au plus sophistiqué. Une sauce amusante, mais vous pouvez la faire aussi beaucoup plus simple ou simplement mettre de la moutarde. Bref, à vous de jouer. J'espère qu'on vous a éclairé et j'espère qu'on vous a donné envie de cuisiner, d'en parler, d'échanger vos recettes, d'essayer de construire finalement votre recette et de revenir la prochaine fois pour la prochaine recette. Salut!